Depuis les salons élégants de l'aristocratie bostonienne jusqu'aux cercles les plus exclusifs de New York, Lucy Douglas Crane, connue mondialement sous le nom de Cissy Guest, a incarné l'âge d'or de la haute société américaine comme aucune autre femme de sa génération. Née dans le privilège, mais jamais limitée par celui-ci. La vie de Cissy fut un parcours spectaculaire à travers la haute société, les scandales et les arts. Son histoire transcende les somptueuses fêtes de débutantes et les rencontres avec l'élite d'Hollywood. C'est la chronique captivante d'une femme qui a tracé son propre chemin tout en naviguant dans les eaux tumultueuses des attentes sociales et de ses désirs les plus intimes. Baptisée de ce surnom singulier en raison de l'incapacité de son frère à prononcer correctement le mot « sister », Cissy devint une figure emblématique de l'élégance américaine et, sans le vouloir, l'architecte de sa propre légende. Lucy Douglas Cochrane vit le jour le 19 février 1920 à Boston, Massachusetts. Son surnom distinctif naquit lorsque son frère, incapable de prononcer « sister », commença à l'appeler Cissy, qui évolua finalement en CC. C'était un nom qui l'accompagnerait tout au long de sa vie extraordinaire. Dès ses premières années scolaires, Cissy montra une personnalité aussi vibrante qu'indomptable. Elle était si distraite et bruyante qu'une génération ultérieure de médecins l'aurait probablement diagnostiquée avec un TDAH. À l'âge de 10 ans, son institutrice nota sur son bulletin qu'elle devait rester très occupée, sinon elle développerait une supériorité sociale superficielle. Mais pour Cissy, il n'y avait rien de superficiel dans la supériorité sociale. Elle était plus essentielle à l'existence que le latin ou l'algèbre. Elle parlait avec cet accent brahmane inimitable qui, pour ceux qui n'avaient jamais visité la Grande-Bretagne, ressemblait étonnamment à un accent londonien de la haute société. Le Boston Brahman était un enclave de privilèges où Cissy resta totalement étrangère aux ravages de la Grande Dépression. Sa famille possédait une fortune considérable et les temps difficiles semblaient ne pas toucher son monde doré. Son père, Alexander Lindgren, avait des racines écossaises remontant à Robert Bruce. Il était banquier d'investissement et membre à part entière de l'élite bostonienne. Lorsqu'il mourut en 1928, sa veuve se remaria 2 ans plus tard avec Dudley L. Pigman Jr. Cependant, sa mère, Vivian Wessel, était new-yorkaise et issue d'une famille théâtrale. Elle avait chanté dans des opérettes, ce qui incitait la haute société bostonienne à la regarder avec dédain. Pour les anciennes lignées bostoniennes, peu de choses étaient pires que d'être professionnel dans n'importe quel domaine. Le sang bleu définissait tout, et s'il manquait ou était contaminé, il se manifesterait tôt ou tard comme une maladie latente. Et c'est ce qui se passa, selon la perspective de l'élite bostonienne. Lorsque Cissy et sa sœur aînée, Nancy, firent à leur début, elles horrifièrent les traditionalistes et les bostoniennes pur sang. L'auteur Cleveland Amory décrivit vivement les choses que la famille fit pour offenser les sensibilités d'une ville qui les avait accueillies. Les jeunes filles faisaient normalement leur début le vendredi soir au Brookline Country Club. Les débuts des Cochrane, cependant, n'eurent pas lieu au Country Club, mais dans les demeures des Pigman. Pour la fête de Cissy, la maison fut entièrement transformée en une scène de jardin parisien, avec des cafés en bord de rue, des lampadaires et des étoiles scintillantes. Pour rendre les choses encore plus scandaleuses, les invités dansèrent jusqu'à l'aube, ce qui n'aurait jamais eu lieu au Country Club. Le seul réconfort, nota sarcastiquement le chroniqueur mondain, était que Madame Pigman était new-yorkaise et ne pouvait difficilement être tenue responsable de son ineptie sociale. Aucune adolescente ne fut plus commentée dans la presse bostonienne que Cissy, et les histoires documentèrent minutieusement tous les privilèges de sa jeunesse. Elle participait à des ballets, des spectacles de patinage et jouait au tennis avec une adresse remarquable. Elle aimait le hockey, surtout lorsque Harvard battait Princeton,
et fréquentait les matchs des Boston Bruins, où la foule criait et applaudissait la belle jeune fille dans les gradins. On racontait qu'elle sortait avec plusieurs des joueurs. Pour les moralistes de la vieille société, peu importait si la rumeur était vraie. Même une association fausse avec son nom était une marque de honte sociale. Une nuit de décembre 1936, elle et sa mère se rendirent au théâtre colonial pour voir la jeune Katharine Hepburn jouer dans Jane Eyre. La représentation inspira Cissy à devenir actrice. Hepburn, elle aussi, avait été une fille de privilège, mais elle croyait au travail acharné, tandis que Cissy avait tout reçu sans effort et estimait que la vie devait être ainsi. Sa beauté la distinguait de la plupart des débutantes. Lorsque le Boston Globe publia une photo d'elle lors d'une fête de débutantes, l'image fut reproduite dans des journaux à travers les États-Unis. Son apparence était telle qu'elle gagna le titre de la plus précieuse du North Shore. Ses carnets de bal étaient toujours complets, et les hommes la courtisaient constamment. Alliant beauté et richesse, elle allait où elle voulait et obtenait ce qu'elle désirait. Toujours habillée, avec style, avec une touche de sensualité, mais jamais vulgaire ou excessive, elle ne portait jamais 2 fois le même vêtement. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata, Cissy rejoignit une organisation de bénévoles, le Massachusetts Women's Defense Corps. Elle obtint également un agent théâtral et accepta un travail sur scène, y compris comme assistante d'un magicien. Sa carrière reçut un coup de pouce significatif lorsqu'elle entama une romance avec la star de cinéma Victor Mature. Son nom commença à apparaître dans les colonnes de potins nationaux, et Walter Winchell écrivit que les deux se marieraient à Boston. À Boston, elle rencontra le producteur Lee Schubert, qui organisa sa participation au cœur des Ziegfeld Follies à Broadway. On considérait comme une bonne publicité d'avoir une socialiste bostonienne de 23 ans, parmi les filles de Ziegfeld. Elle vivait dans une suite au Ritz-Carlton, mais cela ne dura que 2 mois avant qu'elle ne parte, pour être doublure dans une comédie. Cependant, la pièce échoua, et elle n'interpréta jamais le rôle. Cissy connaissait les bonnes personnes aux bons endroits. Lors d'une fête, elle rencontra Daryl Zanuck, le producteur de cinéma hollywoodien, et quelques jours plus tard, elle signa un contrat cinématographique avec la 20th Century Fox. Elle n'aimait pas passer des auditions, ne consacra pas de temps à perfectionner son art et trouva rapidement la profession ennuyeuse, l'abandonnant complètement. Le soir, elle fréquentait des clubs et des fêtes, entamant une romance avec Errol Flynn, qui était marié et 2 fois plus âgé qu'elle. Elle obtint un rôle non crédité dans Diamond Horseshoe, mais ce fut tout. Après 6 mois, elle partit pour Mexico, où elle entama une romance avec un torero. En tant que blonde bostonienne au Mexique, elle attirait l'attention partout où elle allait. À Mexico, Cissy capta également l'attention de Diego Rivera, le mari de Frida Kahlo, qui lui demanda de poser nue pour lui. Elle accepta sans hésitation. Rivera, qui aimait intégrer l'art dans des espaces quotidiens, choisit d'accrocher le tableau dans un bar de Mexico appelé Zeros, situé dans l'hôtel Reforma. L'œuvre, intitulée In Vinum Veritas, dépeignait Cissy comme une odalisque blonde nue, allongée avec assurance et enveloppée dans un décor floral. Le tableau, long de près de 9 pieds, devint sa carte de visite à l'étranger. Et Cissy se rappellerait plus tard. Il fut très gentil, et je devins célèbre. Pendant ce temps, Winston Frederick Churchill Guest, un parent éloigné du célèbre Winston Churchill, élevé entre l'Angleterre et les États-Unis, avait vu une photo de Cissy et était désespéré de la rencontrer. Cissy, dans ce qui pourrait rappeler Daisy Buchanan du Grand Gatsby, déclara à propos du mariage: « Tu peux avoir des aventures amoureuses, et Dieu sait que j'en ai eu beaucoup, mais tu épouses quelqu'un de ton propre milieu. » Winston était séduisant, riche,
titulaire de diplômes de Yale et de Columbia, et propriétaire d'une compagnie aérienne, mais surtout, c'était un gentleman qui aimait le sport, remportant des titres en tennis, golf et tir au pigeon. Il était également l'un des meilleurs joueurs de polo de sa génération. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il avait navigué avec Ernest Hemingway autour de Cuba à la recherche de sous-marins nazis. Puis, il rejoignit les Marines et partit pour le Pacifique. Lorsque leur relation commença, Winston acheta le controversé portrait nu de Rivera et le rangea dans une pièce à l'arrière pour le garder hors de vue, car de telles choses étaient mal considérées comme inconvenantes. Ils se marièrent lors d'une petite cérémonie le 8 mars 1947 à Cuba, dans la finca de campagne d'Hemingway, où Hemingway lui-même fut le témoin de mariage. Malgré son manque d'éducation formelle, Cissy avait une vivacité d'esprit et un optimisme qui la rendait scintillante charmante. Winston voulait une épouse traditionnelle de la haute société et détestait l'attention publique, insistant pour que Cissy prenne sa place en tant qu'épouse convenable, ce qui signifiait marcher quelques pas derrière lui. Leur mariage fut rempli de tensions qui se répandirent dans le public. Ils n'étaient dit mariés que depuis 1 an, lorsque les chroniqueurs de potins commencèrent à écrire sur un mariage problématique. Mais finalement, les deux s'installèrent dans la vie conjugale. À mes yeux, quand on se marie, c'est pour la vie. Il faut tenir bon, être courageux et affronter les problèmes, disait-elle. Lorsqu'on lui demanda comment elle avait réussi à rester mariée à Winston, elle répondit: « Les bonnes manières ont été très importantes pour que nous restions ensemble. Nous nous traitions avec une courtoisie infinie, mais il y avait peu d'intimité entre eux. C'était la manière de la haute société. » En 1955, CZ était l'une des leaders sociales de sa génération, la femme que l'on voulait à sa fête. Elle était passionnée par les chiens et possédait des races exotiques et des bâtards qu'elle sauvait. Environ 15 chiens qu'elle promenait chaque matin le long de la côte, près de sa maison. On disait qu'elle aimait les chiens bien plus que les gens. Toujours élégante, elle ne s'habillait pas selon les conventions. Bill Blass, le créateur de mode, racontait une anecdote. « Je me souviens avoir vu CZ une fois à Paris, dans les années 50. Elle entra dans le bar du Ritz, en portant une jupe de tweed jusqu'aux genoux et des mocassins. À une époque où toutes les autres étaient apprêtées avec le New Look de Dior, elle arrêta la circulation. Elle fut incluse dans la liste des mieux habillés pour la première fois en 1952 et fut finalement intronisée au Temple de la renommée de la mode en 1959. On lui demanda de promouvoir des chemises d'équitation, mais son mari ne voulut rien entendre à ce sujet. Pour son mari et l'argent ancien, transformer ce que l'on portait en une entreprise commerciale était révoltant. De toutes ces maisons, celle qu'elle aimait le plus était sa propriété à Long Island. La propriété de 300 acres était l'une des plus grandes fermes familiales des États-Unis. Elle prétendait être terriblement timide, mais organisait les dîners les plus exclusifs dans sa propriété, bien que jamais pour plus de 24 personnes à la fois. Truman Capote, Salvador Dali, qui l'avait peinte, les pays et le duc et la duchesse de Windsor n'étaient que quelques-uns de ses invités dans sa propriété, où les connaissances et les bien-nés se mêlaient sans effort. En 1955, elle entra à cheval dans la grande salle de bal de l'hôtel Waldorf Astoria pour le bal April in Paris, vêtue en général Lafayette sur un cheval blanc. Elle apparaissait toujours dans les journaux. Cissy et Winston eurent aussi de nombreuses aventures amoureuses, mais dans leur monde, c'était presque la norme. Cissy montait à cheval et jouait au tennis presque tous les jours et adorait diriger les jardiniers. Ses deux passions étaient l'équitation et le jardinage. « J'aime les fleurs et je veux tout savoir sur elles, mais je ne veux pas enlever le travail aux jardiniers, » disait-elle. Comme cela avait été le cas avec ses parents auparavant, et ceux de cette société,
Ils confièrent leurs 2 enfants, Alexander et Cornelia, à des nourrices, des gouvernantes, des tuteurs et des domestiques. Sisi était convaincue qu'une bonne gouvernante faisait un meilleur travail pour élever les enfants qu'une mère. Cela ne signifie pas qu'elle ne les voyait jamais. Bien sûr que je les voyais. Je suis partie chasser le renard avec eux, dit-elle à un journaliste. En 1962, elle devait apparaître en couverture du magazine Time dans un article sur la société américaine. Elle était folle de joie à cette idée. Winston fit tout son possible pour tenter d'arrêter l'article, mais il fut publié malgré tout. Sisi était une véritable aristocrate et croyait que la haute société était simplement supérieure. Peut-être attend-on davantage de nous. Nous sommes plus raffinés et venons de familles plus aisées, disait-elle, parce que nous avons appris le courage et nous avons appris ce qui est bien et ce qui est mal. Si Nixon avait eu une éducation appropriée, Watergate n'aurait jamais eu lieu. Regardez les emplois que j'ai donnés aux gens. Si vous avez de l'argent et des domestiques, alors vous aidez quelqu'un. Si les gens riches ne dépensaient pas d'argent, le pays serait dans un état bien pire qu'aujourd'hui. Les années 60 lui semblaient être de l'anarchie pure. Elle n'aimait ni le style, ni l'attitude de la jeune génération, et méprisait l'allure hippie. Tous ces gens sales et crasseux. Aucun d'eux ne portait de sous-vêtements, ni de gaine, ni de chemise de nuit, disait-elle. Elle n'expliqua pas comment elle savait cela, mais elle le dit. Sisi avait été élevée pour vivre d'une certaine manière, et le monde changeant la perturbait énormément. Les investissements de Winston dans l'aviation échouèrent, et il dut faire face à des factures totalisant un demi-million de dollars. Il obtint une série de prêts et vendit des tableaux pour couvrir les pertes. Sisi ne s'était pas marié avec Winston pour son argent. Il était simplement là, faisant partie de l'accord implicite. Mais maintenant, elle et son mari luttaient financièrement et vendirent plusieurs appartements. Un jour, en 1967, des agents fédéraux arrivèrent pour étiqueter des tableaux et des meubles anciens sur lesquels pesaient des privilèges. Sisi passa derrière eux, arrachant les étiquettes, mais les objets furent mis aux enchères. Winston déclara aux gens qu'il vendait ces choses parce qu'il voulait acheter plus d'argent, car les apparences comptaient pour tout. Comme cela avait été le cas à l'époque dorée, cette perte fut une humiliation. La vente aux enchères rapporta 800 000 $, assez pour éloigner les créanciers, mais ils durent encore vendre la propriété de 300 acres. Ils achetèrent une propriété de 15 acres et continuèrent comme avant, sans jamais parler de ce qui s'était passé. En 1976, après une terrible chute lors d'un accident d'équitation, Sisi fut contrainte d'abandonner l'équitation et commença à se concentrer sur le jardinage. Ses livres et ses colonnes connurent un immense succès. First Garden fut illustré par Cecil Beaton et préfacé par Truman Capote, qu'elle avait soutenu pendant son déclin. En 1978, elle commença une chronique pour le New York Post, plus tard syndiquée dans 350 journaux. Cela la soutint après la mort de son mari en 1982. Lors de la promotion du livre, elle fut consternée par un intervieweur qui lui demanda si elle était riche. « Eh bien, sais-tu ce que j'ai fait alors ?» Je lui ai dit, « Avez-vous déjà eu un avortement ?» raconta-t-elle au Washington Post. Naturellement, elle semblait surprise. Alors je lui ai dit, « Ma chère, vous venez de me poser la question la plus grossière qu'un être humain puisse poser à un autre. Alors, j'ai pensé vous poser la même question. » En 1984, elle supervisa l'exposition américaine au Festival international des jardins à Liverpool. Elle écrivit 3 autres livres et donna des conférences sur le jardinage jusqu'à la fin. Ses conseils rigoureusement pratiques mettaient l'accent sur les méthodes organiques avant qu'elles ne deviennent à la mode. Elle vendait des produits utiles comme du répulsif pour insectes et avait un site web discutant de tout, des carottes aux orchidées.
Le jardinage lui donna finalement l'identité indépendante qu'elle avait cherchée dans sa jeunesse, et elle vécut ses dernières années heureuses. Cissy mourut chez elle, à Old Westbury, New York, à l'âge de 83 ans, laissant derrière elle un héritage de style qui, comme l'écrivit un journaliste pour British Vogue, était à la fois ardent et domestique. John Fairchild la décrivit comme une blonde de Southampton, Long Island, tandis que British Vogue disait qu'elle avait le visage d'une fleur. Cette juxtaposition semble la décrire parfaitement. C'était une personnalité domestique, avec un amour pour les animaux, les plantes et le monde qui l'entourait. Mais elle avait été façonnée par un milieu d'élite exclusif. Elle portait un glamour et une élégance extrême, mais tempérée par une simplicité américaine directe. De telles qualités la distinguèrent d'une amie comme Babe Paley. Babe était ésotérique, d'un autre monde, et intouchable comme une déesse de la Renaissance. Cissy avait une manière de sembler à l'aise, partout. La vie de Cissy Guest fut un tapis tissé de fils d'élégance, de rébellion et de résilience. Née dans le privilège, elle fut une mondaine qui défia les conventions, laissant une marque indélébile sur la haute société qu'elle enchanta autant qu'elle défia. Son parcours, des grands bals de Boston aux propriétés ensoleillées de Long Island, fut caractérisé par un engagement indéfectible envers ses propres valeurs et un esprit indomptable. L'héritage de Cissy ne réside pas simplement dans ses tenues élégantes ou ses aventures amoureuses de haut vol, mais dans son authenticité individuelle et sa force de caractère. Elle navigua les marées changeantes des attentes sociales avec grâce, prouvant que la véritable sophistication va au-delà des apparences. Il s'agit de vivre la vie selon ses propres termes. En réfléchissant à sa vie extraordinaire, nous nous rappelons qu'au cœur de l'élégance réside le courage d'être soi-même, une leçon que Cissy incarna chaque jour de son existence. Son histoire reste un témoignage intemporel du pouvoir de l'authenticité et de l'impact durable d'une vie vécue avec audace et beauté.